L'étau se resserre pour Donald Trump. Les stratèges du Parti républicain de plus en plus s'éloignent malgré que le candidat milliardaire eût obtenu la nomination officielle du parti. 50 experts et anciens hauts responsables républicains en sécurité nationale publient une lettre ouverte déclarant que Donald Trump n'a ni la compétence, ni surtout le caractère pour devenir président des États-Unis d'Amérique et commandant en chef, c'est-à-dire premier responsable du bouton de l'armement nucléaire, et qu'il constituerait une menace à la sécurité du pays s'il venait à être élu. Une partie de ces personnalités républicaines déclare qu'en novembre prochain, elles voteront pour la candidate démocrate Hillary Clinton. Une autre partie ne se prononce pas encore. En même temps, on constate un grand mouvement vers la candidate Clinton de plusieurs millions de dollars en donations qui avaient été prévues pour Trump. Depuis 2 semaines, et tout de suite après la convention démocrate, où les intervenants n'avaient pas ménagé ces faiblesses congénitales dans l'image du candidat républicain, ce dernier se trouve sur la corde raide, la presse ne ratant pas une occasion pour le prendre à partie. C'est ainsi que, selon certaines projections, Hillary Clinton pourrait déjà se prévaloir de 81% des votes électoraux, sur un total de 270 votes électoraux nécessaires pour gagner et sur la base des swing states, c'est-à-dire des États n'ayant aucune appartenance partisane définie. La candidate démocrate obtiendrait dès à présent 246 votes électoraux contre 154 pour Trump. C'est une information importante parce que, contrairement au vote chez nous, par exemple, le chef de l'État américain n'est pas vraiment élu au suffrage universel direct. Les électeurs désignent des représentants qui sont chargés ensuite d'élire le président et le vice-président. Chaque État dispose d'un certain nombre de ces grands électeurs, selon l'importance de leur population, et l'ensemble compose ce qu'on appelle le collège électoral. C'est un fait qui passe le plus souvent inaperçu, parce que dans la majorité des cas, le collège électoral choisit celui ou celle des 2 candidats finalistes qui a remporté le plus de voix. Mais il y a des exceptions, comme lors des présidentielles de l'année 2000, disputées entre George W. Bush et Al Gore. Une mésentente surgit autour des résultats du vote en Floride, où de nouvelles machines à voter avaient été mises en service. Il y eut un nouveau décompte et qui donna la victoire à Gore. Mais Bush avait la majorité dans le collège électoral. La Cour suprême des États-Unis trancha en accordant la victoire au candidat qui totalisait le plus grand nombre de grands électeurs, et ce fut Bush fils. L'institution dénommée collège électoral est censée représenter là une sorte de dernière barrière de sécurité, une sorte de conseil des sages, pour mieux garantir que le pays a fait le bon choix. Mais aussi, quand le calcul du vote populaire pose problème, comme dans le cas Bush-Gore en 2000, quand les 2 candidats font un score si rapproché qu'on peut avoir des difficultés à désigner le gagnant. Mais de plus, ce système bien particulier aux États-Unis a été probablement conçu aussi par le constituant américain pour protéger le pays contre une éventuelle prise du pouvoir suprême, la Maison-Blanche, par toute tendance trop extrémiste. On aura remarqué que, pendant qu'au siècle dernier, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, le fascisme a régné dans plusieurs nations occidentales, Allemagne, Italie, et aussi dans la France occupée, etc., les États-Unis sont restés dans le camp démocratique. Or, ce n'est pas que des tendances fascisantes
n'ait pas existé aussi aux États-Unis, voire ait eu de l'influence. Il a existé un parti nazi aux États-Unis avant l'entrée en guerre contre l'Allemagne, mais qui n'a pas gêné le président Franklin Delano Roosevelt dans la conduite de la guerre, ni son successeur Harry Truman. Faut-il rappeler cependant aussi l'influence d'un sénateur Joseph McCarthy, déclenchant une terrible chasse aux sorcières au début de la guerre froide, année 1950, où ce sénateur présida une commission qui fit des ravages, dénonçant par-ci par-là des soi-disant communistes, aussi bien dans la politique, dans la presse, les arts et lettres, chez les scientifiques, les Rosenberg, couple de physiciens exécutés sur la chaise électrique sous l'accusation d'avoir livré des secrets sur la bombe atomique aux soviétiques, etc. Un Charlie Chaplin, Charlot, dut abandonner les États-Unis à cette époque, lui qui a été parmi les premiers à dénoncer le nazisme dans son célèbre film Le Dictateur. Mais non seulement le macartisme n'arrivera pas à influencer la course à la Maison-Blanche, mais le sénateur Joe McCarthy lui-même fut dénoncé et répudié à cause des excès commis sous son influence. Et si l'actuelle conjoncture aux États-Unis peut nous inspirer quelque chose, c'est comment, hier comme aujourd'hui, l'intérêt du pays est d'abord la chose primordiale. C'est peut-être la première fois dans l'histoire récente des États-Unis qu'on voit non pas de simples électeurs, un Joe quelconque, mais des leaders accepter de laisser tomber le candidat de son propre camp politique dans un pays où l'appartenance à un parti est une chose quasiment sacrée, un héritage de père en fils, pour voter pour le candidat rival. Oui, au-delà de la personnalité, des bizarreries de M. Donald Trump, la leçon à retenir, c'est d'abord la prééminence de l'intérêt général sur le choix individuel. Mieux vaut le candidat qui n'est pas le mien s'il représente mieux l'intérêt de mon pays. Mais cela grâce aussi à une constitution, une loi mère bien réfléchie qui permet à la nation d'éviter le piège de l'extrémisme ou du fanatisme quel qu'il soit, à gauche comme à droite. Il y a là une leçon pour nous, Haïtiens, qui en politique nous balançons trop souvent entre soit l'individualisme forcené, c'est moi ou c'est rien, soit le je m'en foutisme qui met les merveilles. Et aujourd'hui encore, où vous situeriez-vous? J'écoute Mélodie FM.